Bon, je vais essayer d'analyser le vécu du temps dans notre époque moderne, hein, qui a pris une ampleur planétaire à travers la mondialisation libérale. Voilà, donc je vais faire un petit peu d'anthropologie, un petit peu d'histoire, enfin, vous débrouillez avec ce que je vais vous dire, quoi. Hein, ok. Juste avant de me lancer dans la question du temps, je voudrais évoquer, situer l'histoire par rapport à l'évolution. Au niveau de la biologie, on parle de l'évolution des espèces. C'est classique avec Darwin, rien d'extraordinaire, on s'y est habitué. Et l'histoire commence, on parle d'histoire quand on s'intéresse à cette espèce particulière qui est l'espèce humaine, qui va penser cette évolution pour y donner du sens, en faire un récit. Et là, on passe un cap, et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'histoire. L'animal n'a pas d'histoire, il vit sa vie dans le présent, enfin, voilà, il n'a même pas de présent, il vit, point, c'est tout. Et nous, d'une manière ou d'une autre, nous nous représentons et le passé et l'avenir, et ainsi naît ce qu'on appelle les trois modalités du temps, que sont le passé, le présent et l'avenir, comme nous l'a dit Eric précédemment. Donc nous avons besoin de faire un récit de cette évolution à travers voilà, faire un récit de cette évolution. Et ces trois modalités, elles ne peuvent exister qu'à travers des représentations mentales qui sont aussi des représentations sociales. Le passé ne m'est présent qu'à travers quoi? Des souvenirs qui sont dans ma tête. Je me souviens de la plage de l'été dernier ou de telle rencontre. Sans cette représentation, le passé n'existe pas. De même, l'avenir m'est présent à travers ce qui n'est pas un projet encore réalisé. Donc il n'y a pas de conscience du temps sans des représentations mentales qui me donnent à voir ce qui est passé, qui me donnent à voir, d'une certaine manière, la manière dont je vois l'avenir. Ce qui veut dire que le temps est une construction sociale et culturelle. L'animal n'a pas cette vision des choses. Elle est à la fois subjective et sociale. On pourrait dire qu'elle n'est pas naturelle, si, mais dans la mesure où l'homme est un être naturel, quoi, un être qui appartient à la nature. Mais le propre de l'espèce humaine, c'est de s'ouvrir au monde à travers des représentations qui sont liées au langage, et ces représentations nous permettent de rendre présent et le passé et l'avenir. Bon, j'espère que la suite sera plus claire. Voilà. Alors maintenant, je vais m'intéresser au temps moderne. Qu'est-ce que devient le temps à notre époque, hein, tout simplement. Et il est des choses trop évidentes pour être perçues, parce qu'elles sont toujours déjà là, comme allant de soi, mais ne sont pas pour autant secondaires. Et il en est trois qui assurent les conditions de notre existence, que la réponse à la question « qui suis-je » souligne d'une manière ou d'une autre. Pour répondre à la question « qui suis-je », je précise quoi? Ma date de naissance, le temps, l'endroit d'où je viens, l'espace, et ma lignée familiale, la vie sociale. Et donc l'existence humaine repose toujours sur ces trois socles de la réalité. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser au temps. Voilà. Simplement pour souligner que le temps a quelque chose de vraiment fondamental qui constitue notre identité, notre être au monde, quelque chose de fondamental. Voilà. Donc, eh bien, ce qui frappe, peut-être parce que je commence à être âgé, c'est que le temps est vécu comme une course-poursuite sans fin. On passe notre temps à courir. Il est vécu comme une course-poursuite qui impose son rythme à la vie familiale, au repas, aux activités domestiques, au travail, à l'école, au trajet, aux loisirs. Même le langage y passe, puisque de plus en plus de sigles viennent remplacer les mots
dans leur entièreté. Par exemple, j'étais prof de philo. Au lycée, vous savez ce que c'est que l'ULIS, Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Vous savez ce que c'est que E3C, Épreuve commune de contrôle continu. Complètement débile, excusez-moi. Voilà. Le temps du sommeil est emporté par cette vague, il a diminué de plus d'1 heure en quelques décennies. Pas le temps est devenu la trame qui assure le maillage de nos vies et biaise notre perception du temps. Alors, devant ce constat, une question se pose. Tenter de comprendre les causes de cette expansion et de sa prégnance. Pourquoi le temps semble toujours vécu comme une course? Et là, il y a comme un paradoxe, sinon une absurdité. Nous courons après le temps, et lorsque nous en avons, il prend l'odeur de la mort, de l'angoisse qui sourd quelque part du plus profond. Je pense que c'est votre expérience comme la mienne. Il y a des moments où, parce qu'on n'a plus rien à faire, on est paumé. On ne sait que trop faire. C'est proprement insupportable, il faut reprendre la course et vite. Ainsi, le temps mort, eh bien, il n'est pas mort parce qu'il nous dit quelque chose. Le surgissement secret d'un vide vécu comme une implosion intérieure, c'est-à-dire une angoisse. Et là, on pourrait évoquer Pascal, comme le disait Eric tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui nous échappe? Qu'avons-nous perdu pour être saisis d'angoisse lorsque le temps n'est pas rempli? Un proverbe cambodgien nous suggère une réponse. Vous avez la montre, nous avons le temps. Vous avez la montre évoque quoi? La culture occidentale marquée par le développement de la technique et du commerce Nous avons le temps, ce sont les cultures traditionnelles qui ne courent pas après le temps. Alors, la mesure du temps nous ferait-elle perdre le temps? Vous voyez la contradiction? Derrière cette mesure, qu'est-ce qui se cache? Et puis, on va regarder un petit peu comment ça se passe. La vie des plantes se déploie au gré des saisons que le paysan accompagnait. Le rythme des semailles, de la croissance, des moissons. La vie des plantes a sa propre temporalité, comme on dit. Eh bien, il faut accélérer tout cela et on en prend les moyens. Serre, chauffage, engrais, pesticides, herbicides, hormones, manipulation génétique. Il faut que ça produise vite. Vous me voyez arriver, avec ça. La vie animale a son rythme, comme les plantes. Bien, il est trop lent. Il faut booster tout ça. Insémination artificielle, hormones de croissance, antibiotiques, manipulation génétique, nourriture préfabriquée et prédigérée. Le paysan a laissé la place à l'exploitant et la ferme est devenue une exploitation gérée comme une start-up. La ferme des 1000 vaches. C'est qu'il faut que ça rapporte et vite, toujours et vite, parce que plus c'est vite et plus ça rapporte. Alors, ici, on est dans le contexte de la fameuse concurrence et du profit. On est dans ce contexte-là au niveau économique et politique d'ailleurs. Donc perdre son temps apparaît comme une sorte d'hérésie contemporaine. Ce que nous suggérait le proverbe cambodgien, nous avons le temps. L'activité humaine possède son rythme qui épouse celui du vivant, le rythme du jour et de la nuit, de la détente et de l'effort, du repos et du travail, du cycle des saisons et des rites sociaux, les repas, les fêtes, s'effacent pour laisser place au temps compté, comptabilisé, pressurisé. Cette logique est particulièrement visible dans le travail, mais elle traverse aujourd'hui tous les âges de la vie, l'enfance, la maturité, la vieillesse et toutes les activités, même l'école et les loisirs, qui normalement devraient être en dehors de cette logique-là. L'enfant. L'enfant a son rythme qui permet le développement du corps, de l'esprit, de l'ouverture progressive au monde. Eh bien, dès la maternelle, la sieste est fortement déconseillée. Le temps scolaire est de plus en plus rythmé par des protocoles à effectuer au rythme des évaluations successives. Il y a des profs ici? Il y a des profs? Le jeu, la créativité, la découverte, la liberté laissent place à la production d'évaluations psychologiques, relationnelles et intellectuelles.
qui seront utiles pour le futur demandeur d'emploi et le futur patron. L'école est obstinément soumise au management des entreprises. L'éducation devient une marche au pas cadencé parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Le travail. Dans le travail, sur les chaînes de montage de voitures par exemple, le temps nécessaire à l'effectuation de chaque acte est mesuré à la seconde près. C'est ce qu'on appelle le management du dégraissage, qui vise à supprimer tout temps mort. Pacte de compétitivité oblige, l'ensemble des professions connaît un néo-taylorisme qui tire profit de l'informatique et de l'Internet pour surveiller et imposer un temps productif. L'extension sans limite du travail brise les rythmes naturels et sociaux, ce qu'on appelle le travail posté, les 3-8 ou les 4-8, les ouvertures de magasins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La précarité, qui est aujourd'hui devenue, on peut dire qu'elle vient maintenant accompagner ce qu'on appelait le prolétariat, avec des conditions de vie différentes, mais tout aussi difficiles. La précarité institutionnalisée, rebaptisée flexibilité, dissout dans les aléas du marché, du travail, dissout dans les aléas du marché du travail la cohérence des vies professionnelles, au point que les sujets, au bout de quelques années, se demandent où ils en sont. La baisse des salaires impose des prêts qui hypothèquent l'avenir du salarié, puisqu'on prend des prêts sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme si notre avenir devenait captif du marché. Vous me suivez? C'est intéressant de voir comment les prêts sont une manière d'hypothéquer son avenir. En tout cas, quand on a un prêt sur le dos, on évite de s'engager dans une vie syndicale. Le chômeur doit chercher du travail et rendre compte de ses recherches, au risque d'être rayé de Pôle emploi. Pas le temps de s'arrêter, montrer qu'on s'active, perdre son temps, l'hérésie contemporaine. Je poursuis, les loisirs. J'allais dire bordel. Est devenu un immense marché. Ouf, ou horreur. Les sollicitations se multiplient. Des médias à la publicité, des notifications aux informations en continu, des contraintes professionnelles à celles des modes, l'attention est emportée par un flot incessant de sollicitations. Il faut vendre du temps de cerveau humain disponible, avouait le PDG de TF1, Patrick Lelay. Extraordinaire. De lucidité et de franchise, qu'il regrettera quelque temps après. La vieillesse. Vous voyez, donc tous les âges de la vie sont marqués par ce paradigme. Il faut remplir le temps, et donc le temps nous manque toujours. Dans ce contexte, la dernière étape de l'existence n'a plus rien à transmettre dans l'entreprise comme à la maison. Les anciens sont mis au placard. On n'a que faire de l'expérience professionnelle. Et que raconter à ses petits-enfants après de telles conditions de vie que sont la précarité ou le travail à la chaîne? La vieillesse se réduit à un vide angoissant qu'il faut saturer de médicaments et de télévision. Et la maladie d'Alzheimer ouvre inconsciemment une porte pour se retirer de cet enfer. Mais ce temps vide doit rapporter pour les actionnaires. Pourtant, les traditions philosophiques, comme nous l'a montré Eric, ont souligné l'importance du temps, tant au niveau individuel que collectif. Donc là, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que je viens de dire. Le temps est essentiel pour le sujet, les sujets que nous sommes, ou les personnes que nous sommes, comme vous voulez. Il est cet espace intérieur dans lequel se déploie la conscience de soi. Pas de conscience de soi sans le temps. Pourquoi? Parce que la conscience de soi naît sur le terreau des relations qui durent avec nos proches. L'enfant n'accède à la conscience que parce qu'il est regardé, parce qu'il est interpellé, parce qu'il est parlé, parce qu'il est désiré par des proches, mais qui restent là, qui ne partent pas, par des relations qui durent. De même, l'enfant sauvage qui n'a pas durablement fréquenté la vie sociale n'accède pas à la conscience. Il est aussi la condition de la pensée.
qui demande le temps de l'écoute, d'écouter le monde, le temps de rassembler les souvenirs, le temps d'interroger le passé, de se questionner sur l'avenir, de se laisser travailler par une parole, un texte, un auteur. Souvent, on entend une parole, mais cette parole nous trouble et il nous faut un peu de temps, 2 jours, 3 jours, parfois 3 mois, parfois 5 ans, pour que cette parole surgisse avec un sens qui nous saisit. Voilà. Mais il a fallu ce temps de travail psychique, intérieur et inconscient, qui fait que ça y est, advient le sens d'une parole qui nous travaillait, mais dont on ne comprenait pas totalement le sens. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais il a fallu du temps pour. De même une relation, de toute façon, hein, il faut du temps. J'expliquais à mes élèves que pour séduire quelqu'un ou quelqu'une, ben, à un moment donné, il faut prendre le temps de disparaître pour que l'autre vous imagine et réalise à travers ce manque, ben, peut-être qu'un désir va naître. Enfin, je n'insiste pas là-dessus. Bon. Donc, il est d'une condition de la pensée. Un texte, on le comprend rarement du premier coup. Quand on le lit quelque temps plus tard, il prend toute sa saveur. On en voit toute la richesse. De même, le temps est important par le récit de vie. Qu'est-ce que c'est que le récit de vie? Ce qu'on appelle une biographie. Lorsqu'on se met à raconter ce qu'on a fait, eh bien nous avons besoin de prendre le temps de raconter ce que l'on a fait. Parce qu'à travers le récit, à travers ces mots, se cache quoi? La saisie intuitive de notre propre personnalité. Nous ne savons pas trop qui nous sommes. C'est pour ceci que nous racontons ce que nous avons vécu. Et à travers ce récit, d'une certaine manière, nous nous donnons à voir qui nous sommes. Le récit fait implicitement un tri dans la profusion des événements qui jalonnent la vie quotidienne. Elle en mémorise quelques-uns qui marquent l'accomplissement d'un désir, d'une rencontre, d'une rupture. Elle est toujours une mise en perspective qui prend sens. Elle dit quelque chose de soi, comme l'image de notre visage sur le miroir. J'ai évoqué le temps pour le sujet, maintenant je vais évoquer le temps pour une communauté, pour un peuple. Les hommes de la préhistoire ont pris le temps de marquer l'espace, les peintures rupestres. Et les communautés ont élaboré des mythes pour répondre à la question des origines et de la finalité de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont mis du sens dans cette évolution qui marque l'existence de tout un chacun et d'un peuple. Une nation élabore un récit dans lequel elle se reconnaît, et les hommes politiques le savent, qui mettent en valeur tel événement ou tel personnage. Le temps induit des rythmes sociaux qui rassemblent une communauté. Alors, à la lumière de cette importance du temps, qui structure à la fois les sujets que nous sommes, les personnes que nous sommes, et les communautés, la vie sociale, on pourrait penser que nous sommes plongés dans une sorte de catastrophe anthropologique. Une dernière question lancinante fait alors son chemin. Quelle est la raison profonde de ce que j'ai évoqué là sur l'accélération du temps, qui fait que nous avons le sentiment d'en manquer toujours? Bien, une expression dont la banalité cache le scandale nous en indique la cause. Nous manquons de temps comme nous manquons d'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le perdre est une perte d'argent, le péché capital que le taylorisme du XXe siècle et le néo-taylorisme que j'évoquais tout à l'heure poursuivent sans répit. La rationalisation du travail, inventée par le patronat dans les usines, s'étend aujourd'hui à toutes les dimensions de la vie. Vous savez qu'on prépare des logiciels pour que les gens qui auront un conflit n'aillent plus voir le juge, mais interrogeront un ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'ils devront faire, quelle est la pénalité qui est en cours, etc. De même en médecine,
on prépare des logiciels pour que quand vous saisirez vos symptômes, et le logiciel vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Plus efficace, plus rapide et moins cher. Le temps mesuré impose le rythme mécanique de la machine. Merde, pardon. Voilà. Vous voyez d'où vient cette image des temps modernes? L'homme est broyé par la mécanique. Donc le temps mesuré impose le rythme mécanique de la machine et des fantasmes des marchés financiers, laissant les corps, les esprits et les communautés épuisés et privés de leur respiration. Ainsi nous courons après le temps parce qu'il nous est volé. Et avec lui, ce sont nos existences qui nous deviennent étrangères. Le temps mort est un cri silencieux qui avoue cette aliénation. Est aliéné celui qui est devenu étranger parce qu'on n'est plus capable de faire le récit de sa propre existence, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il nous est volé. Cette prédation du temps engendre une multitude de symptômes qui forment le syndrome d'une pathologie devenue culturelle. Bon, vous restez encore avec moi? Je continue? Ok, alors j'y vais. Au niveau du sujet, bien c'est la fuite éperdue, l'addiction et l'hyperactivité. On parle souvent de l'hyperactivité des enfants, mais ils sont que le miroir de l'hyperactivité des adultes. Ils épousent la structure psychique de leurs proches, marquée par la culture contemporaine, tout simplement, hein, et qui engendre aussi l'hyperactivité, l'agressivité, le repli ou l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, qui peut aller jusqu'au suicide. Des jeunes adolescents pressentent ce pressentiment. Ça a été mon cas dans l'adolescence, dans les années 70. Et pressentiment qui rend difficile l'intégration sociale. Ils refusent viscéralement d'y rentrer et restent à la marge de la société. Ils ne peuvent accepter de recevoir un tel héritage, une telle culture. L'autisme relève autant de la nature des cultures qu'un problème physiologique ou génétique. Et ce rejet peut aller jusqu'à la haine. Au niveau, donc là j'ai évoqué simplement au niveau du sujet, maintenant au niveau des sociétés, des communautés, des collectivités. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que les communautés se construisaient autour d'un passé, d'une histoire partagée. Eh bien, lors de la colonisation de l'Algérie, on apprenait aux petits Algériens que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. La domination d'un pays passe par la destruction de son histoire. Qui prépare quoi à terme? Un durcissement des traits culturels qui peut aller jusqu'à la révolution et à la violence. Lorsque le temps nous échappe, les communautés se durcissent sur leur propre histoire en survalorisant des figures fondatrices. C'est ce qu'on appelle le fondamentalisme au niveau religieux, qu'on découvre aujourd'hui dans toutes les religions. Ou aussi au niveau politique, ce qu'on appelle l'extrême droite. Alors on va opposer Jeanne d'Arc au prophète, le béret au voile et le saucisson à la viande halal. Vous voyez donc comment cette perte du temps qui est constitutif, qui va avec une perte de nos histoires et de nos rites sociaux, eh bien, engage une sorte de pathologie sociale. Les éléments d'une tradition ne sont plus l'expression d'un art de vivre peaufiné par les siècles. Ils sont surinvestis comme des défenses contre un ennemi, comme un adolescent qui va se révolter parce qu'on l'emmerde, quoi. Voilà. Les traditions culturelles ne sont plus des arts de vivre polis par les siècles, elles sont reprises et durcies de manière névrotique, comme des défenses contre l'angoisse. Les religions sont tentées par le fondamentalisme et les partis politiques par des partis extrêmes. De même, et là j'ai oublié quelque chose, c'est que la catastrophe va aussi jusqu'à la nature, à l'écologie. Puisque la nature s'y épuise, les plantes et les animaux sont exploités,
moins de temps et moins d'espace pour produire plus, accélérer la croissance des plantes et des animaux au risque de polluer, de détruire la biodiversité, de susciter des épidémies, d'altérer l'alimentation et la santé publique. On va peut-être arrêter, je crois, parce que j'en raconte trop. Hein. Alors, au cœur de cela, juste une minute, bien, le temps est devenu simplement une marchandise. Qu'est-ce qu'une marchandise? Un objet fabriqué en vue d'être vendu pour produire du profit. Bien, l'argent doit produire de l'argent, doit produire du profit. Eh bien, le temps n'est pas de l'argent, on l'a compris, quoi. Hein. Si bien que la détérioration du temps, réduit à une marchandise, ébranle l'une de nos assises les plus profondes de notre humanité, à la fois sociale et individuelle, ainsi qu'écologique.